Hola a todos, j'espère que vous allez bien pour commencer. Écoutez, aujourd'hui je vous propose de nous intéresser à l'une des 12 erreurs judiciaires dans une affaire criminelle. Et dans cette affaire, vous verrez qu'il y a une double peine et vous le comprendrez tout au long de l'histoire. Alors pour information, j'ai pas pu récupérer beaucoup d'images, beaucoup de vidéos sur cette histoire puisque il n'y avait pas beaucoup de matière. Je me suis quasi essentiellement basée sur des articles parus dans la presse à l'époque. Donc on fera 100. Là j'en suis au moment du tournage, je ne sais pas ce que je vais pouvoir vous récupérer, mais à mon avis il n'y aura pas grand chose. Ce que je vous propose à présent, c'est de cesser les digressions ici et maintenant. Je vous laisse vous installer tranquillement et puis je vous dis à tout de suite. Dans l'actualité de cette matinée, à noter encore cet événement exceptionnel en matière de justice. Un homme dont la condamnation à 14 ans de prison pour meurtre avait été annulée est rejugé à partir d'aujourd'hui. Cet homme qui a purgé un peu plus de 5 ans de prison, comparé devant les assises de l'Hérault. Sur place, Léo Lamberton et Pascal Ponce. L'affaire Dahalouche va devenir sûrement un cas d'école qu'étudieront les futurs étudiants en droit. En général, les verdicts des cours d'assises sont définitifs. Mais Rida Dahalouche, lui, est l'un des rares à être jugé 2 fois pour le même crime. C'est la première fois qu'un verdict de cour d'assises a été cassé par la cour de révision. Et c'est la première fois donc que nous allons vivre ce moment historique. L'histoire d'aujourd'hui se déroule en France en 1991, plus précisément à Marseille, deuxième métropole française. On est le 29 mai 1991. Aujourd'hui se joue l'un des matchs de la finale de Coupe d'Europe. L'Olympique marseillais affronte l'Étoile rouge de Belgrade. Il y a du monde en ville et au stade pour soutenir l'OM. Le match se solde finalement par une défaite des Marseillais au tir au but. C'est la déception du côté des supporters et du côté du Vieux-Port, c'est la stupeur. Il est aux alentours de 23h lorsque des passants découvrent le corps sans vie d'un homme près du métro au bas de la Canebière. Il semble avoir été égorgé. La police, qui a été prévenue, arrive très rapidement sur place. L'homme en question s'appelle Abdelali Gassmi. Il s'agit d'un ouvrier de 26 ans qui est déjà bien connu des services de police, puisque c'est un revendeur d'héroïne et un délinquant notoire. Les enquêteurs notent qu'il n'a pas été égorgé à cet endroit. Il y a des gouttes sur le trottoir. Et en remontant les gouttes, ça nous mène sur la place Gabriel-Péri, devant le bar La Gerbe d'Or. Abdelali a donc été agressé à l'intérieur du bar. Les enquêteurs entrent dans le bar et ils ne remarquent aucune trace de sang. Ils interrogent le tenancier et celui-ci leur confirme qu'effectivement, un peu plus tôt dans la soirée, vers 22h, une dispute a éclaté dans son bar. Il leur dit qu'à ce moment-là, lui se trouvait à la cave pour aller récupérer des choses et en remontant, il a vu du sang un peu partout dans le bar. Donc il a interrogé les clients et les clients lui ont dit que 3 hommes s'étaient disputés à propos d'une cliente américaine. Il y avait une jeune femme, une américaine, qui buvait un verre et Abdelali Gassmi, donc la victime, a voulu courtiser cette jeune femme. À proximité, il y avait 2 autres hommes. Et ces 2 hommes étaient apparemment eux aussi intéressés par cette cliente américaine. Donc le ton est monté entre les 3 hommes. Abdelali Gassmi a saisi une canette pour se défendre. L'un des 2 hommes a brisé une bouteille et il a ensuite poignardé Abdelali à la gorge. Les 2 hommes ont pris la fuite quand Abdelali il est sorti du bar et il s'est écroulé un peu plus loin à proximité de la bouche de métro. Le tenancier a nettoyé son bar puisque lui ne pensait pas un seul instant que quelqu'un avait été tué. En fait, il pensait que c'était simplement une bagarre entre ivrognes ou entre supporters agressifs, mais il n'a pas pensé une seule seconde que quelqu'un avait été tué. C'est la raison pour laquelle il a nettoyé son bar. Les jours qui suivent, les enquêteurs interrogent les personnes qui se trouvaient dans le bar le soir du 29 mai, et certaines personnes leur confirment cette histoire de bagarre. Oui, effectivement, 3 hommes se sont battus à propos d'une jeune femme. Cela dit, ils ne connaissent pas l'identité des 2 hommes qui ont pris la fuite. Ils sont plutôt jeunes, typés maghrébins, mais ils n'en savent pas plus. Les mois passent et l'enquête est au point mort. Comme je vous l'ai dit, personne ne connaît l'identité de ces 2 hommes. Il n'y a pas de caméra dans les rues, comme c'est le cas aujourd'hui. Donc l'enquête piétine et elle pourrait même ne jamais aboutir. Mais un homme se présente aux autorités puisqu'il a des informations capitales à leur fournir. Il s'agit du cousin de la victime. On va l'appeler Ashraf parce que je ne suis pas parvenue à trouver sa véritable identité sur internet. Bref, Ashraf se présente aux autorités, il parle aux enquêteurs, il leur dit écoutez, depuis quelques semaines, mon cousin, donc la victime Abdelali Gassmi, avait un contentieux avec un certain Rida Dahalouche.
Abdelali lui aurait vendu 50 grammes d'héros et Rida ne l'aurait jamais payé. Donc apparemment, il l'aurait tué pour éviter de le payer. Rida Dalouche, c'est un Français d'origine tunisienne de 26 ans qui est lui aussi bien connu des services de police puisque c'est un très grand consommateur de drogue. Il vit à Marseille et il est issu d'une famille de 11 enfants. Certains vivent en France, d'autres en Tunisie et la plupart ne savent pas lire le français. Je vous glisse ce détail puisqu'il aura toute son importance par la suite. Les enquêteurs se penchent sur cette piste. Après tout, ça peut coller, des embrouilles entre dealers et clients, c'est pas rare dans le coin, et ça peut vite tourner au règlement de compte, voire au meurtre. Du coup, ils réinterrogent les personnes qui étaient présentes dans le bar le soir du 29 mai. On leur présente une photo de Rida Dalouche, et là, l'un des serveurs le reconnaît. Il dit qu'effectivement, c'est bien lui qui a poignardé Abdelali Ghasmi à la gorge avec le tesson de bouteille. L'une des femmes qui était présente le reconnaît également. Et elle ajoute que le deuxième jeune homme qui était avec lui était son frère Hassan. Là, les enquêteurs se disent bingo. Donc l'agresseur serait Rida Dalouche et le deuxième jeune homme qui l'accompagnait, son frère Hassan. Ils vérifient de leur côté, mais ça ne colle pas. Le soir du 29 mai, Hassan était incarcéré au Beaumet. Malgré ça, l'enquête se poursuit avec pour principale piste Rida Dalouche. Alors, il y a un point important à soulever à ce moment du récit, puisque les autorités étaient au courant à l'époque de cette histoire. Comme je vous l'ai dit, c'est le cousin d'Abdelali, Ashraf, qui s'est présenté aux autorités pour leur parler de Rida Dalouche. Avant ça, Rida Dalouche n'était pas mentionné dans cette enquête. Ashraf leur a dit « Oui, mon cousin avait un contentieux avec Rida, Rida lui devait de l'argent. » Donc voilà, de cette façon, les enquêteurs ont fait A plus B. Donc si Rida devait de l'argent à Abdelali, il l'a certainement tué pour ne pas avoir à le rembourser. Il s'avère qu'Ashraf n'a pas eu cette information directement. C'est-à-dire que ce n'est pas Abdelali qui lui a un jour dit « Oui, Rida me doit de l'argent ». C'est une connaissance qu'ils ont en commun et qui s'appelle Kouder. Alors Kouder, c'est un pseudonyme. J'ai vérifié sur internet, il s'agit d'un patronyme. Et la véritable identité de ce pseudonyme, je ne l'ai pas trouvé, donc on va l'appeler Alexandre. Je vais essayer de bien vous recontextualiser le truc pour que ce soit bien clair. Kouder, donc Alexandre, est venu voir Ashraf peu après le décès d'Abdelali. Et il lui a dit « Écoute, ton cousin Abdelali avait un gros problème avec Rida parce qu'il lui avait vendu de la drogue et Rida ne voulait pas le payer. Donc peut-être que c'est Rida qui l'a tué pour ne pas avoir à le rembourser. » C'est de cette façon qu'Ashraf est parti parler de Rida Dalouche aux autorités marseillaises. Ce qu'il y a derrière ça, derrière ces accusations, c'est qu'en fait Alexandre Kouder en veut terriblement à Rida Dalouche. Alors, Alexandre Kouder a un frère qui s'appelle Damien et qui est ami avec Rida. Damien, quelques mois auparavant, a fait quelque chose de très très grave. J'imagine que c'est un braquage, même si ça n'a pas été spécifié. Il en a parlé à Rida. Il lui a dit « Regarde, j'ai fait ça ». Rida lui a alors conseillé de se rendre aux autorités. Il lui a dit « Écoute, t'as fait ça, va te rendre aux autorités, dis que c'est toi qui l'as fait, et puis comme ça, voilà, ils seront cléments quand ils vont te condamner. » Mais la justice n'a pas été clémente et Damien a été condamné à 17 ans. Comme je vous l'ai dit, à mon avis, c'est de l'ordre du braquage parce que les condamnations pour tout ce qui est viol sur adulte ou sur mineur ne sont pas condamnées aussi durement. Donc je pense vraiment que c'est une histoire de braquage. Donc Damien a été condamné à 17 années de prison. Kouder Alexandre savait que Damien avait pris conseil auprès de Rida, donc il en veut terriblement à Rida d'avoir mal conseillé entre guillemets son frère, ce qui l'a conduit à la prison. Et peu après le meurtre d'Abdelali Ghasmi, Kouder Alexandre est parti voir Ashraf, donc le cousin d'Abdelali, pour lui dire « Écoute, ton cousin avait un contentieux assez sérieux avec Rida, peut-être que c'est lui qui l'a tué. » C'est comme ça que le nom de Rida Dalouche est apparu dans cette histoire. Alors si je vous mentionne ça maintenant, c'est parce qu'il semblerait qu'à l'époque, la police de Marseille était au courant de cette histoire entre Rida Dalouche et Kouder Alexandre. Ils savaient que Kouder Alexandre avait un problème avec Rida Dalouche, mais pour eux, en fait, c'était pas suffisamment, on va dire, sérieux pour considérer qu'il pouvait s'agir d'une vengeance de la part de Kouder Alexandre. Quoi qu'il en soit, l'enquête se poursuit et Rida Dalouche est interpellé le 11 novembre 1991. La première chose qu'on lui demande, c'est s'il a un alibi. Alors, Rida Dalouche, comme je vous l'ai dit, c'est quelqu'un qui consomme beaucoup de drogue, donc il n'a pas trop la mémoire des dates, mais il pense se souvenir
de son alibi. Il dit qu'à ce moment-là, il accompagnait l'une de ses amies visiter un membre de sa famille à la prison de Perpignan. Les enquêteurs vérifient cette information, elle est fausse. La personne incarcérée ne l'a été qu'à partir du mois de juillet, ce qui signifie qu'il n'a pas pu accompagner son ami visiter cette personne en prison. On lui dit donc que c'est faux, mais Rida ne sait pas vraiment. Il sait qu'il a été hospitalisé pour une cure de désintoxication au cours de l'été 91, donc quelques mois plus tôt, mais à cause de toutes les substances qu'il a prises, il n'a plus la mémoire des dates. Mais pour les enquêteurs, il leur ment. Ils interrogent alors ses parents, chez qui il vit, et là son père et sa mère sont formels. Ils leur disent que le soir du 29 mai, Rida n'a pas bougé de chez eux, puisqu'il regardait le match de foot avec eux. Donc les enquêteurs posent des questions à Rida, ils lui demandent « Ok, donc si tu as regardé le match de foot, est-ce que tu peux nous donner un peu plus de détails ?» Rida ne se souvient pas l'avoir regardé ce match de foot. Il leur dit qu'il n'en a aucun souvenir. Cela dit, ce dont il est sûr, c'est qu'il ne se trouvait pas à la Gerbe d'Or et qu'il n'a pas poignardé Abdelali Gasmi. Là encore, pour les enquêteurs et pour le parquet, il ment. Il est donc mis en examen pour le meurtre d'Abdelali Gasmi. Le mobile serait le contentieux à propos d'une dette que Rida ne voulait pas payer à Abdelali. Son procès s'ouvre aux assises des Bouches-du-Rhône en avril 1994. Rida continue de clamer son innocence. Oui, c'est vrai, il consomme des substances illicites, beaucoup même. Il en est devenu malade physiquement et psychologiquement. Mais il n'a pas tué Abdelali, il n'avait aucune raison de le tuer. Sa famille le soutient durant le procès. Rida n'aurait jamais fait un truc pareil. À cette même période, il tentait de s'en sortir, il voulait arrêter de consommer des drogues. Il voulait trouver du travail, fonder son foyer. Mais la défense de Rida ne convainc pas. Il a déjà eu des antécédents avec la police et la justice. Il a même été condamné à 2 ans de prison en 1988 pour trafic de stupéfiants. Le soir du 29 mai, il n'a pas d'alibi et certains témoins l'ont reconnu. À l'issue du procès qui n'a duré que 2 jours, Rida Dallooch est reconnu coupable du meurtre d'Abdelali Gasmi. Il est condamné à 14 années de réclusion. Les mois passent et Rida, qui est incarcéré au Beaumet, continue de clamer son innocence. Sa famille le soutient. L'une de ses sœurs qui vit en Tunisie, Keltoum, décide de s'installer quelque temps en France pour soutenir ses parents et faire un peu de tri dans les affaires de Rida. À ce moment-là, on est en avril 1995. Elle range les documents administratifs de son frère et en fouillant, elle fait une découverte déconcertante. Parmi les documents, il y a un certificat d'hospitalisation au nom de son frère en date du 29 mai 1991. Le certificat d'hospitalisation est sans appel. Il indique que Rida Dallooch a été admis à l'hôpital psychiatrique Édouard Toulouse le 29 mai 1991 à 18h. Abdelali Gasmi a été tué à 22h. Rida aurait donc un alibi au moment du meurtre. Keltoum transmet le certificat à l'avocat de Rida, maître Monneray, qui transmet ensuite une copie au procureur. Le procureur fait vérifier cette information de son côté par des enquêteurs puisque là le but c'est de s'assurer qu'il ne s'agit pas d'un faux ou que Rida n'a pas commis le meurtre après avoir été hospitalisé puisque sur le certificat il n'y a pas de date de sortie. L'hôpital Édouard Toulouse se trouve à 10 km du bar La Gerbe d'Or. Donc Rida aurait très bien pu sortir de l'hôpital après y avoir été admis, se rendre au bar, tuer Abdelali, puis retourner à l'hôpital ou rentrer chez lui. On vérifie donc le registre du pavillon de désintoxication et l'infirmière qui travaillait le 29 mai 1991 entre 21h et 7h du matin a noté Rida Dallooch, bon sommeil. C'est donc une certitude, Rida se trouvait au pavillon de désintoxication la nuit du meurtre. Cela dit, le procureur pense que oui, il a peut-être été admis, comme je vous l'ai dit, mais il a très bien pu sortir après son admission et aller au bar pour tuer Abdelali. Mais ça semble assez compliqué comme scénario, puisque comment Rida aurait fait pour se rendre au bar à pied? C'est à 10 km. Donc, ok, il serait sorti après son admission, mais comment aurait-il été au bar? Et puis, pourquoi personne n'a remarqué son absence? L'infirmière a noté qu'elle a fait sa ronde de nuit et qu'il dormait. Et point important, le pavillon de désintoxication ferme à 21h30, puisque le but, c'est d'aider des personnes toxicomanes à se désintoxiquer. Donc, si le pavillon ferme à clé à 21h30, comment Rida aurait pu faire pour sortir, sachant que le meurtre a eu lieu à 22h? Devant cet élément assez important, le procureur comprend qu'il aurait été quasiment impossible à Rida
de commettre ce meurtre. Cela dit, la question qu'il se pose, c'est pourquoi ce certificat fait son apparition 4 ans après le meurtre, 1 an après la condamnation de Rida? Eh bien, la réponse est assez simple. Keltoum, qui travaille donc en Tunisie, qui est une commerçante, a fait des études, elle est lettrée, et c'est l'une des seules personnes dans la famille à savoir lire et écrire le français. Ce qui signifie qu'avant elle, d'autres membres de la famille ont certainement vu ce document, mais sans savoir de quoi il s'agissait. Et c'est lorsqu'elle s'est rendue en France pour soutenir ses parents et faire le tri dans les affaires de Rida qu'elle est tombée sur ce document, et elle a compris de quoi il s'agissait. Ce que l'on peut souligner également à propos de ce certificat, eh bien, c'est que ça corrobore les déclarations de Rida, puisqu'il avait déclaré aux enquêteurs qu'il avait été admis en cure de désintoxication à l'hôpital psychiatrique Édouard Toulouse au cours de l'été 1991. Alors certes, mai, ce n'est pas en été, c'est au printemps, mais compte tenu de son état physique et mental à l'époque, à cause des substances qu'il ingérait, c'est tout à fait logique qu'il ait pu se tromper de quelques mois. Et pour l'avocat de Rida, en plus d'être déconcertante, cette découverte est scandaleuse. Comme je vous l'ai dit, Rida s'est trompé sur la date. C'est vrai, il a dit été 1991. Cela dit, il a admis lui-même avoir été hospitalisé pour une cure de désintoxication. Il a fourni volontairement cette information aux enquêteurs. Donc d'après son avocat, si les enquêteurs avaient pris la peine de vérifier ça, ils auraient trouvé son alibi. Mais ils ne l'ont pas fait. Parce que pour eux, Rida Dalouche était le coupable parfait. Il était typé maghrébin, comme les 2 agresseurs. Il était toxico, c'était un délinquant. À quoi bon chercher plus loin? Le procureur envoie donc le dossier devant la commission de révision des peines qui saisit à son tour la chambre criminelle de la Cour de cassation le 7 octobre 1996. Les mois passent et le 26 février 1997, la commission ordonne la suspension de l'exécution de la condamnation, ce qui est extrêmement rare dans une affaire comme celle-ci, et elle demande un supplément d'information. Rida Dalouche est libéré dès le lendemain. Alors ça ne signifie pas qu'il est acquitté, mais que la justice doit trancher pour savoir si l'affaire doit de nouveau être jugée au vu de ces nouveaux éléments. Alors, Maître Mondré, votre réaction par rapport à cette affaire? Ma réaction première, c'est bien entendu une grande satisfaction, puisque nous avons saisi la chambre criminelle de la Cour de cassation pour la révision du procès Dalouche, et que nous sommes sur la bonne voie, étant donné que la chambre criminelle a ordonné un supplément d'information et a suspendu l'exécution de la condamnation, ce qui fait que Dalouche Rida est en liberté. Et c'est d'autant plus une satisfaction que depuis le début de cette affaire, je crois fermement en l'innocence de ce garçon, et sa condamnation, pour vous confier ce que je ressentais, m'a souvent empêché de dormir la nuit puisque je pensais à son cas, et je suis persuadé de l'innocence de Rida Dalouche. Comment expliquez-vous le fait que cet alibi est arrivé si tard? Cet alibi est arrivé si tard par rapport d'abord à la personnalité de l'intéressé. Ce garçon est un toxicomane, il a des difficultés pour mémoriser les faits dans le temps, dans l'espace, et lorsqu'on l'a interrogé plusieurs mois après les faits dont il était accusé, il a été dans l'impossibilité de donner un véritable alibi. Il s'est lancé dans des alibis fantaisistes parce qu'il pensait qu'à tout prix il fallait donner un alibi, et je crois que c'est l'élément essentiel qui a entraîné sa condamnation. Et puis finalement, grâce au destin, grâce peut-être à la providence divine pour ceux qui croient en Dieu, la famille est revenue me confier des documents pour que nous fassions une procédure aux fins de recours en grâce, et c'est dans ces conditions qu'en examinant les documents, j'ai vu qu'il était hospitalisé au moment des faits dont il était accusé. Et c'est donc sur la base de cet élément nouveau que j'ai pu diligenter une procédure en révision, étant précisé que de par la loi, seul l'élément nouveau peut entraîner la révision d'un procès criminel. Et quand vous avez engagé cette procédure, est-ce que vous croyez à la conclusion? Je croyais, si vous voulez, en l'existence de cet élément nouveau. Je faisais confiance à la justice de mon pays, mais j'étais quand même modéré dans mon optimisme parce qu'il s'agit d'une procédure qui est exceptionnelle. Et à ma connaissance, cette affaire est quasiment un précédent dans ce pays. En tout cas, au cours de ces dernières années, je n'ai pas vu de telles procédures aboutir favorablement. C'est pour ça que mon optimisme était quand même quelque peu modéré, mais j'étais par cette décision réconforté dans la justice de mon pays, et d'autant plus qu'il s'agit bien d'une justice démocratique,
puisque l'intéressé qui en a bénéficié est un garçon d'origine modeste. Sa famille est une famille d'honnêtes travailleurs à Marseille, et c'est la raison pour laquelle je suis d'autant plus satisfait. Justement, quand vous avez engagé cette procédure, vous aviez conscience que vous feriez peut-être partie de l'histoire, entre guillemets, puisque c'est une première? Il est vrai que pour un avocat, c'est quelque chose d'exceptionnel, et que, toute modestie mise à part, j'espérais pouvoir obtenir satisfaction, et j'avais conscience du fait que si j'y parviendrais, cette décision sera inscrite dans l'histoire judiciaire de notre pays. Et le 14 octobre 1998, la chambre criminelle de la Cour de cassation annule définitivement la condamnation de Rida Dalouche après avoir examiné les nouvelles preuves. Son affaire est renvoyée devant la cour d'assises. Alors là, vous vous demandez certainement pourquoi il n'a pas été directement acquitté. Eh bien tout simplement parce que la cour de révision a considéré qu'on ne pouvait pas exclure l'hypothèse selon laquelle Rida a quitté l'hôpital Édouard Toulouse après son admission pour se rendre à la Gerbe d'Or et tuer Abdelali Gasmi. Donc d'après la cour de révision, il faut un nouveau procès pour s'assurer que ce scénario est possible. Le procès en appel s'ouvre le 6 mai 1999 aux assises de Montpellier. En plus du certificat d'admission à l'hôpital Édouard Toulouse et du compte-rendu de l'infirmière qui était en poste cette nuit-là, l'avocat de Rida met en avant les témoignages assez contradictoires. Vous savez, cette cliente qui dit avoir reconnu Rida et son frère Hassan, alors que Hassan se trouvait en prison au moment du meurtre, le serveur qui disait avoir reconnu Rida, mais qui par la suite a dit qu'il n'était pas vraiment sûr qu'il s'agissait de Rida. Et puis, il y a cette histoire avec Couder, vous savez, Alexandre Couder. Tout part de lui au départ, puisque c'est lui qui a dit à Ashraf, le cousin d'Abdelali, que Rida et Abdelali avaient un litige, tous les deux, que Rida aurait probablement tué Abdelali pour ne pas payer sa dette. S'il n'était pas apparu dans cette histoire, le nom de Rida Dalouche ne serait jamais apparu dans cette enquête. Et on sait qu'il y avait un litige entre Alexandre et Rida au sujet de Damien, qui a purgé 17 années de prison à cause, apparemment, des mauvais conseils de Rida. Donc maintenant qu'on sait ça, on peut se dire que le témoignage d'Ashraf est à prendre avec des pincettes, donc il n'y avait pas vraiment de mobile. Alors pour information, Couder a été interrogé par la suite et il affirme qu'il n'a jamais dit à Ashraf que Rida avait tué Abdelali. Donc dans tout ça, qui ment, qui dit la vérité? Ce dont on est sûr, c'est que le soir du 29 mai 1991, Rida Dalouche se trouvait à 10 km du bar La Gerbe d'Or, enfermée dans une chambre, dans un pavillon de désintoxication. Et à l'issue de son procès en appel, Rida Dalouche est acquitté au motif que la justice n'a pas pu prouver sans aucun doute raisonnable sa culpabilité. Au total, il aurait effectué un peu plus de 50 prisons. À ce moment-là, Rida est la 5e victime d'une erreur judiciaire dans une affaire criminelle depuis 1945. Dans le cadre des erreurs judiciaires, l'État est censé indemniser les personnes qui ont été acquittées ou relaxées puisqu'il y a un préjudice moral et financier, et c'est la Commission nationale d'indemnisation en matière de détention qui gère ce type de demande. Jusque-là, les personnes qui ont été victimes d'erreurs judiciaires dans le cadre d'affaires criminelles ont systématiquement été indemnisées, donc en théorie, Rida pourra lui aussi bénéficier d'une indemnisation que la commission devra calculer. Il soumet donc sa demande, mais le 17 août 1999, la commission rejette sa requête au motif qu'il est en partie responsable de son incarcération. En gros, la commission a considéré que le certificat d'admission était la preuve ultime puisqu'il s'agissait de son alibi, mais qu'à l'époque, il n'a pas été capable de le fournir ou de donner des informations suffisantes aux enquêteurs pour qu'ils puissent eux-mêmes mettre la main dessus. Donc dans la mesure où il n'a pas pu aider à établir son alibi, il est donc en partie responsable de son erreur judiciaire. Alors cette explication est assez étonnante, voire kafkaïenne, puisque si on déroule un peu le fil de l'histoire, à l'époque les enquêteurs et le procureur avaient considéré que Rida Dalouche leur mentait quand il leur parlait de ses alibis successifs, alors même qu'ils savaient qu'il était toxicomane. Donc ils ont considéré à l'époque qu'il avait menti sur ses alibis, alors même qu'il était en fait malade. Donc quand il leur fournissait des dates, ils n'étaient pas sans savoir que les dates n'étaient pas fiables. Il leur suffisait donc de vérifier pour pouvoir s'assurer de leur véracité. D'autant que c'est lui-même qui leur a parlé de son admission à l'hôpital. Donc il leur suffisait simplement de vérifier. Et là, ils auraient eu le certificat d'admission.
Et point important à souligner quand même, c'est que dans le système judiciaire français, c'est à l'État de prouver votre culpabilité. C'est pas à vous de prouver votre innocence parce que on n'est pas aux States. Donc lors de l'enquête, c'était aux enquêteurs de prouver que Rida n'avait pas d'alibi le soir du meurtre. Ce n'était pas à Rida de prouver qu'il était innocent du meurtre d'Abdelali Ghasmi. Et comme il a donné des indications à l'époque aux enquêteurs, son alibi aurait facilement pu être tracé si le boulot avait été fait. Cela dit, et même si ça peut paraître incohérent, Rida Dalouche n'a jamais été indemnisé pour toutes ces années passées en prison. Aujourd'hui, il vit toujours dans le sud de la France, il est même devenu papa. Alors, je ne suis pas parvenue à rentrer en contact avec lui, mais j'imagine qu'après cette mauvaise expérience, il a tenté du mieux qu'il l'a pu de se reconstruire et de passer à autre chose. Voilà donc l'histoire d'un homme victime d'une erreur judiciaire, la 5e erreur judiciaire sur une liste qui en compte désormais 12 depuis 1945, officiellement. Alors, pourquoi cette preuve est arrivée si tard? Parce qu'un jour, j'ai besoin d'un papier des impôts. J'ai cherché, ma fille habite à Tunis. Avec moi, j'ai trouvé le fait de Toulouse. Mais vous en étiez convaincu depuis le début qu'il était innocent? Oui, je sais, début, c'est pas mon fils. Et vous, monsieur? Et j'ai dit même Mounari, c'est pas mon fils. Nous, on le savait qu'il était innocent. Maintenant, je vais vous dire, la justice, elle fait la pluie et le beau temps. Hein. J'ai souffert pendant presque 6 ans. Et vous, monsieur, vous dites il va jamais retourner en prison? Parce que c'est pas lui, tout simplement. Hein. C'est pas lui. Ils ont eu la preuve aujourd'hui hein, que c'était pas lui. Mais ils avaient besoin de quelqu'un. Hein. C'est tout. Hein. Et qu'est-ce que vous avez envie de dire justement par rapport à cette histoire de votre frère, de votre fils? J'ai senti beaucoup de temps mauvais. Vous, monsieur? Lorrain, Paris, à Fresnes, à Toulouse, à Boumet, j'ai souffert beaucoup. Vous, monsieur, qu'est-ce que vous en pensez de cette histoire de votre frère? Je pense que c'est une tragédie, monsieur. Tout simplement. C'est-à-dire? Ma mère était très malade, mon père, toute ma famille, je veux dire... M'inquiète à nuit ou jour. Ne dorme pas. Ma mère, elle pleure, les hôpitaux... Voilà. Et lui, est-ce qu'il y a eu un moment où vous avez douté? Parce que 5 ans en prison, il a passé plusieurs années en prison, est-ce qu'à un moment donné, vous avez douté? Douté de quoi, monsieur? Eh ben, de la véracité des choses. On n'a jamais douté, on savait que c'était pas lui du début, c'est tout. Jamais. C'est pas parce que c'est mon frère. On savait que c'était pas lui. Et il n'y aurait pas eu cette preuve. Vous seriez... il n'y aurait pas eu cette preuve, monsieur. Peut-être que, comme il a dit monsieur Monoré, s'il y aurait eu quelques années en arrière, on lui aurait coupé la tête. Voilà. Et qu'est-ce que vous avez envie de dire justement par rapport à cette injustice? En fait, l'honneur de votre fils tenait juste pour un bout de papier, vous n'auriez jamais retrouvé ce papier, l'honneur était bafoué. Oui, il aurait payé. Il aurait payé, il aurait payé quelque chose qu'il n'a jamais commis, tout simplement. Et justement, par rapport à ça, et pour pas que ça se renouvelle, qu'est-ce que vous avez envie de dire? Qu'on n'abandonnera pas. Si vous voulez parler, excusez-moi. Si vous voulez parler, il faut vous asseoir. Excusez-moi, hein, je ne vous ai pas dans le champ. Ah, monsieur, qu'est-ce que... C'est lui, il va pas... C'est pas... Moi, je suis contente donc mon fils est sorti et c'est pas lui. Parce que je prends beaucoup de soucis, beaucoup de mal à cause de la loi. Et c'est tout, je pense pas en quelque chose de l'autre. Et comment vous les avez vécues ces années-là? Vous, monsieur, comment vous les avez vécues ces années-là? On les a vécues... comment on les a vécues? Bon, pour ma mère et mon père, je veux dire, ils les ont vécues très mal déjà. Mon père est un homme assez âgé aujourd'hui. Il a pris 10 ans par rapport à cette histoire encore. 10 ans de plus. Et quelle est la première chose que vous allez dire à votre fils, madame, quand Rida va revenir? Oui. Vous allez lui dire quoi, la première chose? Excusez-moi, je lui explique. قال لك ما الاولى اللي شفتو خلي فاش شو قلت له
J'ai dit... Chassit. J'ai Hassit. Je sais pas, quand j'ai entendu mon oreille le téléphoner, je crois pas. Actuellement, à chaque fois, je courais, refusais. Et vous, monsieur, qu'est-ce que vous allez dire à votre frère la première fois quand vous allez le revoir, là? Mais tout d'abord, je vais le serrer très fort dans mes bras. J'ai pleuré, parce que moi, toujours, je vais aller. Et on aura tout le temps d'en parler après. On peut qualifier de quoi? Vous le qualifiez comment? Comme une tragédie? Une tragédie, oui. Comme une parenthèse dans une vie? C'est à ne pas oublier, ça. Ça, c'est aggravé dans les annales. Et j'espère que la justice s'en souviendra. Est-ce que vous êtes confiant dans l'avenir de la justice parce que la procédure va redémarrer? La procédure va démarrer, oui, apparemment. Maître Monoré nous a dit que certainement il passerait de nouveau en assise, cette fois en libre. Mais je suis persuadé qu'il sera acquitté. Et on veut l'acquittement, tout simplement. D'accord. Et pour terminer, là, on l'exige. Pardon? On l'exige, l'acquittement. Parce que là, je veux dire, condamner quelqu'un... Déjà, il y a certaines personnes qui sont en prison d'un fait qu'ils ont commis et ils n'acceptent pas la prison. Alors, pensez qu'une personne qui est rentrée en prison et qui n'a rien commis, pensez comment elle doit le vivre. C'est dur, le prison. Ça lui a fait une misère. Oh là là. Ouais. Et pour conclure, c'est l'occasion de passer un message. Qu'est-ce que vous avez envie de passer un message? Des gens vont vous regarder, que ce soit des gens liés à la justice ou des téléspectateurs? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Un message à faire passer? Je peux rien dire, monsieur. Non, tellement contente, nous bloquer tous. Nous bloquer. Je ne savais pas le jour où il va venir comme aujourd'hui. Vous l'attendiez depuis longtemps, ce jour-là? Depuis son entrée en prison, monsieur. Il est là, Rida. La Rida. Merci. Oui. Non, c'est bien dormi. Elle a tombé. Vas-y, fais le mot brûlé. Là, t'es un Rida, une réaction? Eh ben voilà, hein. C'est la première journée, la plus belle journée déjà en 5 ans et demi. Est-ce qu'en 5 ans et demi, on doute? J'ai douté jusqu'à la fin, moi. Jusqu'au bout, jusqu'à la fin, hein, j'ai douté. Et maintenant, qu'est-ce que vous avez envie de dire? Déjà, je suis content d'être parmi ma famille. C'est le plus important, c'est l'essentiel. Hein. C'est eux qui m'ont soutenu pendant cette dure épreuve, hein, c'est eux que j'ai vus. Et bon, maintenant, on va essayer de reprendre une vie normale, quoi. On va essayer d'oublier. Enfin, on n'oublie pas ce genre de choses facilement. Hein. On va essayer d'oublier, quoi. Mais est-ce que vous avez une rancœur? Vous le vivez comment? Si, on garde toujours une rancœur, hein. On ne peut pas oublier ce genre de choses, quand même. Mais bon, c'est... Vivre avec la rancœur aussi, c'est pas possible non plus. Enfin, ça s'est arrangé, et bon, le reste, c'est... Il faut suivre la procédure de la justice, pour le reste. Voilà. Vous l'attendiez depuis longtemps, ce jour? Ah oui, je l'attendais longtemps, ça fait... Je croyais qu'il allait jamais arriver, même. Je croyais que... J'ai dit, malgré que j'avais la preuve que c'était pas moi, ben, j'ai douté quand même. Hein. Et je me suis dit, peut-être ils vont pas reconnaître leur erreur. Hein. Ils n'admettront pas que la justice a tort. Mais enfin, hier, quand on m'a annoncé que j'étais libérable, ça va, les choses ont été différentes. Quoi. On peut dire qu'il y a une justice en France? Pour certains et pas pour d'autres. Voilà.
Il y a une justice pour certains et pas pour d'autres. Bon, et bien si vous en êtes à cette partie, j'en suis très contente parce que ça signifie que vous avez regardé l'entièreté de la vidéo, même si je pense qu'elle a été très courte, cette vidéo. Alors, je vous avoue que ça a été très compliqué parce qu'il n'y avait pas beaucoup de matière et je me suis basée essentiellement sur les articles de presse de l'époque pour écrire ma trame parce qu'il n'y avait pas grand-chose. Et je vous avoue que j'étais assez étonnée parce qu'on parle quand même d'une erreur judiciaire, il n'y en a pas tant que ça, en tout cas officiellement reconnue par l'État. Il n'y en a pas énormément, donc je m'attendais à trouver plus de matière. Et après réflexion, j'ai compris qu'il y avait peut-être 2 raisons pour lesquelles cette histoire n'était pas très connue. La première, c'est que Rida Dalouche, c'était à l'époque, comme je vous l'ai dit, un consommateur d'héros, etc. Ce qui signifie que on l'a pas pris en pitié, on s'est dit, ouais, écoute, le gars, s'il n'avait pas plongé dedans, il lui serait pas arrivé tout ça. Bon. Moi, je vous avoue que je suis assez étonnée parce que justement, 91, c'est l'année où il a tenté de s'en sortir en étant admis en cure de désintoxication. Donc je me dis, si le gars essaie de s'en sortir, on va pas en plus de ça le blâmer d'être tombé dans ça et d'essayer de s'en sortir, puis d'être accusé à tort d'un crime. Enfin, je sais pas, ça me paraît un peu bizarre en fait de penser comme ça. Après, bon, je sais qu'il y a des gens parfaits, des êtres de lumière qui pensent qu'ils sont mieux que tout le monde et que jamais eux ne feront la moindre erreur ici-bas. Donc tant mieux pour vous, j'ai envie de vous dire, mais je pense qu'il faut faire preuve parfois d'empathie et d'humanité vis-à-vis des autres. Donc oui, le gars, il a trébuché, il s'est relevé. J'espère vraiment qu'il est heureux aujourd'hui et qu'il a pu dépasser ce traumatisme de l'erreur judiciaire. Après, peut-être que certains le pensent malgré tout coupable. Bon, moi, j'ai tendance à penser que quand la justice admet officiellement une erreur judiciaire, c'est qu'il y a une vraie raison, parce que c'est quand même pas très courant. Donc, à mon sens, si l'État a dit oui, cette personne, on s'est trompé, on l'acquitte, c'est qu'il y avait de réels doutes sur sa culpabilité. Donc ça, c'est le premier point, c'est le fait qu'il consommait des substances. Le deuxième point qui pourrait expliquer qu'il n'y ait pas trop de matière sur cette histoire, c'est qu'en 1991, un mois après le meurtre d'Abdelali Gassemi, une autre affaire éclate dans le sud de la France, l'affaire Omar Haddad. Alors je pense que beaucoup connaissent cette histoire avec le fameux Omar m'a tué. Alors je dirais pas que les 2 histoires se ressemblent, mais on parle de 2 affaires criminelles dans le sud de la France, 2 Maghrébins arrêtés pour le meurtre d'une personne. Alors, elles n'ont pas grand-chose à voir, ces affaires, mais comme l'histoire d'Omar Haddad a défrayé la chronique, à l'époque, il y avait Maître Vergès, tout le monde connaît, je pense qu'elle a éclipsé, en fait, l'affaire Rida Dalouche. En tout cas, c'est l'explication que j'ai pu trouver. Après, peut-être que je me trompe. Maintenant, pour les indemnisations, moi, j'ai trouvé ça extrêmement injuste parce que, quand on se trompe, en fait, on tente de réparer son erreur. Et 5 ans de prison, c'est énorme, surtout quand on a 26 ans. Enfin, je dirais pas que la vingtaine, c'est les plus belles années de notre vie, mais pour un jeune qui tente de se réinsérer, qui tente d'arrêter les bêtises, qui veut arrêter de consommer des substances illicites, etc., c'est hyper important. Vous vous rendez compte, le gars, il était dans un cheminement. On lui dit, ok, allez, on te condamne. Il passe 5 années au Baumettes et franchement, c'est pas des enfants de cœur derrière les barreaux de n'importe quelle prison. Comment vous voulez qu'après ça, le gars il ressorte, il dise c'est bon, je vais reprendre des études, je vais devenir banquier. En fait, non, c'est un coup dur, surtout quand on vit avec une injustice. Donc pour moi, il a eu une double peine, ce garçon, enfin cet homme, du coup maintenant c'est un homme, c'est qu'il a été condamné à tort et ensuite on a refusé de l'indemniser. Et je vous avoue que ça, j'ai beaucoup de mal à le comprendre. Et pour information, la 12e erreur judiciaire est assez récente. Alors, apparemment, il n'y a pas de consensus sur cette question-là. Certains disent qu'il y a 15 erreurs judiciaires officielles en France, d'autres disent qu'il y en a 12. Moi, je suis allée vérifier, depuis 1945, il y en a 12. Mais la toute dernière affaire judiciaire officielle qui a été reconnue par l'État français, puisqu'il a été blanchi, même s'il avait effectué sa peine, c'est le jeune homme qui a été accusé de viol dans le Nord, c'est Farid El Aïri, je crois. Donc c'est la 12e officiellement.
Enfin bref, je pense que je me suis suffisamment étalée. Donc je vais aller me poser pour regarder la nouvelle saison de Sky Rojo. Ce que je vous propose, c'est que si cette histoire vous a intéressé, à défaut de vous avoir plu, n'hésitez pas à me mettre un petit j'aime sous la vidéo. Mais surtout, n'hésitez pas à vous abonner, c'est encore mieux. Je vous dis à très bientôt.